Nous nous retrouvons donc pour l'analyse de la mission 2 du cas Beeper. Le cas Beeper est le cas qui est tombé en MOI en 2024, à la session 2024 pour la métropole. Et donc, pour ceux qui n'ont pas assisté et qui n'ont pas écouté la correction de la mission 1, je vous encourage d'ailleurs à le faire. J'expliquais que je suis prof de commerce international depuis maintenant de très nombreuses années, qu'à ce titre, j'accompagne les étudiants dans l'acquisition des compétences, je surveille l'examen, je corrige également des copies et que je constatais en surveillant l'examen que beaucoup d'étudiants composant l'étude de cas le jour J sur une durée de 4 heures, avaient réellement l'impression d'avoir terminé au bout de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Et forcément, dans ces situations-là, cela signifie que le cas n'a pas été traité dans toute sa plénitude. Et donc, je fais ces vidéos, pour vous donner des clés de compréhension. L'émission 2, si je devais trouver un dénominateur commun à toutes les études de cas depuis la réforme, c'est sécurisation. Ici, sécurisation des approvisionnements. Généralement, moi, le retour que j'ai de mes étudiants, c'est que la mission 2 se déroule bien moins bien, dans bien moins bonnes conditions que la mission 1. Donc, nous allons faire ici un rappel de méthodologie. Je vais aussi vous donner quelques clés de compréhension et comment faire pour avoir des points le jour J et surtout ne pas en perdre bêtement. Donc, optimisation des achats. Alors, vous avez déjà remarqué que c'est euh, une mission qui est totalement indépendante de la mission 1, que ce soit dans le cadre de réflexion, que ce soit dans les annexes à utiliser. On repart sur un cycle de réflexion. Cela peut très bien être deux missions à l'export, deux missions à l'import, l'une à l'import, l'autre à l'export. Il n'y a pas de règle. N'ayez aucun lien de cause à effet. Ici, la mission 1 était la préparation d'une offre à l'export et là, la sécurisation des achats. Donc, import et export, mais il y a bien des sujets dans lesquels il s'agit de deux missions import ou de deux missions export. Donc, aucune règle de cause à effet dans cette optique. Alors, donc, le premier conseil que je vous donne, c'est de, quand vous lisez le sujet, c'est d'identifier dans la consigne, qui est souvent réduite à sa plus simple expression, le nombre de verbes d'action. Il y a au moins autant de sous-parties à effectuer que de verbes d'action dans le sujet. Là, qu'est-ce qu'on a? Justifier le choix du fournisseur Variotrade, justifier la pertinence des nouvelles conditions de paiement, veiller à leur bonne mise en place. Donc, pour traiter cette mission, il y a besoin de au moins 3 étapes. Et nous allons voir que moi, je vais vous en conseiller d'en insérer une quatrième. Pour le choix du fournisseur, le travail doit toujours s'entendre de la manière suivante. Je précise que le choix d'un fournisseur peut très bien tomber aussi dans la mission 1. Donc, ce que je vais vous dire là peut tout aussi bien être dupliqué à la mission 1 si la mission 1 concerne le choix d'un fournisseur. Donc, le choix d'un fournisseur se structure toujours en 3 étapes, systématiquement. 1. Le calcul du coût de revient du ou des fournisseurs. Le calcul du coût de revient ne peut s'entendre autrement que par la valeur DDP unitaire. J'y reviendrai tout à l'heure. 2. Comparaison entre ces deux fournisseurs selon une matrice bien précise. 3. Choix de la meilleure solution. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le fournisseur Gofen, donc, qui est un fournisseur basé en Allemagne,
qui nous propose donc un prix en DAP mentionné ici auquel il faut rajouter les frais de marquage. Ok, donc là je vais calculer la valeur DAP pour GoFund et j'y ai rajouté les frais de marquage. Donc nous sommes à 306 000 euros. Bien. Ensuite, nous avons l'autre fournisseur, VarioTrade, qui lui est en Chine. Et donc là, vous avez tous les éléments qui permettent de calculer le coût de revient. Et je reviens sur le fait que le coût de revient ne peut s'entendre autrement qu'en DDP. Pourquoi? Là, vous avez une offre du fournisseur allemand en DAP, directement à l'usine de notre usine, à nous, importateurs, dans nos locaux. Donc, le prix exprimé par le fournisseur euh, allemand comprend également les frais logistiques jusqu'à la livraison euh, chez moi. Tandis que l'offre chinoise, elle, est en CIP Fos-sur-Mer, c'est-à-dire avec tous les frais logistiques, jusqu'à ce que l'assurance comprise, jusqu'à ce que la marchandise soit sur le bateau, arrivée à Fos-sur-Mer. Il est impossible de comparer une offre de marchandise arrivée chez moi et une offre encore sur le bateau au port de destination, premièrement. Deuxièmement, les fournisseurs n'ont pas souvent les mêmes MOQ, Minimum Order Quantity. Le fournisseur allemand peut très bien accepter de fabriquer, c'est un exemple, 100 pièces, tandis que le fournisseur chinois dit non, moi c'est minimum 150 pièces. Donc je ne peux pas comparer un prix sur 100 pièces et un prix sur 150 pièces. Je dois donc ramener cette valeur au prix unitaire. Bien. Donc c'est tout l'objet de la première partie. Donc nous avons l'offre de GoFund directement en DAP. Il n'y a pas de douane, c'est un fournisseur allemand. Ensuite, nous avons l'offre de VarioTrade en CIP. Ah, donc, euh, cotation relativement simple. Nous comptons les THC, Terminal Handling Charges, c'est-à-dire le déchargement du bateau, le poste acheminement, et là, entre en jeu les droits de douane à 6%. Je rappelle qu'en transport maritime, les droits de douane sont toujours calculés sur la valeur CIF ou CIP, c'est-à-dire sur le bateau, assurance comprise s'il y a, au port de destination. Donc, faites comme dans la mission 1 le maximum de pré-calcul au début. Vous voyez que moi j'ai fait ma conversion. Ensuite, je fais le tableau. Les droits de douane DD, non pas Didier Deschamps, mais droits de douane sont à calculer sur la valeur CIP. Droits de douane toujours arrondi à l'euro supérieur. Déchargement du bateau, post-acheminement. Et nous sommes pour cette offre-là à 273 021,86. Alors là, voilà une erreur faite par l'étudiant. Donc, l'étape 2, il s'agit d'une comparaison du coût de revient et pas du coût de revient global. Alors là, ça n'avait que très peu d'incidence. Je comprends pourquoi l'étudiant a fait ça. Parce que les deux fournisseurs proposaient les mêmes quantités de marchandises, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, mon conseil, euh, calculez-le à l'unité. De toute façon, en commerce international, nous négocions toujours un prix unitaire et nous négocions une quantité. Le prix total n'est qu'une conséquence de la multiplication de ces deux facteurs négociés. Donc, l'étape 2 consiste à comparer les deux fournisseurs. Pour cela, vous devez faire un tableau comme celui que vous voyez à l'écran, intégrant le maximum de paramètres. Au bas mot, le coût de revient unitaire, l'incoterm, la devise de facturation, le délai de livraison, le délai de paiement. Et en fait, nous devrions prendre le maximum de critères de comparaison que nous trouvons dans l'étude de cas. Nous pouvons très bien trouver l'instrument de paiement, nous pouvons très bien trouver les certifications, l'historique des relations, etc., etc. Bien. Donc, maintenant que les deux sont comparés, il faut faire le choix. Pour faire le choix, de manière générale, dans une étude de cas,
lorsque vous avez un choix à faire, ne négligez pas la lecture du contexte de l'étude de cas, parce qu'elle vous donne souvent des orientations, des politiques générales, un cadre de réflexion que vous devez suivre. Reprenons les éléments de l'étude de cas. Donc, je lis. Donc, Beeper a accepté les conditions commerciales. Alors, c'est peut-être même plus. Pour remédier à cette situation, ne pas compromettre la bonne réputation de l'entreprise auprès de ses clients, Min Lam, la responsable des achats, a décidé d'augmenter le nombre de produits commandés. Dans cette perspective, elle a pris contact avec un nouveau fournisseur chinois, VarioTrade. Ce fournisseur a été mis en concurrence avec l'actuel fournisseur allemand GoFun. Ces deux fournisseurs potentiels ont répondu à l'appel d'offres de Beeper en formulant chacun une offre commerciale. VarioTrade a été retenu. Donc là, on nous dit directement que VarioTrade a été retenu. Et d'ailleurs, la question va aussi dans ce sens. Justifier le choix de VarioTrade. Donc, pourquoi VarioTrade est le meilleur alors que finalement, il n'est que le moins cher et a le mode de paiement le plus long? Ben, c'est parce que certainement, l'entreprise doit être à la recherche de l'optimisation du rapport qualité-prix. Bon, la qualité des trottinettes, nous, ce n'est pas notre métier, nous ne savons pas faire. En revanche, le prix, on est capable de le calculer et du coup de chiffrer l'économie réalisée. Donc là, je vous conseille de mettre du coup la différence de prix entre les deux. Ici, travailler avec le fournisseur chinois nous permettrait d'économiser 32 978,14 euros. Bien. Donc, le sujet nous oriente dans cette optique-là. Maintenant, cela ne veut pas, surtout pas dire que dans votre analyse, vous ne devez pas mettre en avant les aspects négatifs de l'offre de VarioTrade. Parce que notre but en tant qu'examinateur, chers étudiants, c'est d'être capable de voir que vous maîtrisiez bien les outils du commerce international. Donc, un exemple, le sujet, là, vous avez le corrigé, vous pouvez le développer à loisir, mais là, VarioTrade nous demande de payer en dollars, tandis que le fournisseur allemand acceptait des paiements en euros. Cela implique donc pour nous que nous soyons soumis au risque de change. Vous devez le dire. Ceci dit, la devise qui est imposée est le dollar. C'est une devise internationalement très reconnue sur laquelle le risque de change est minime. Donc, finalement, c'est un risque qui est tout à fait mesuré pour nous. Mais quand vous faites un choix, vous devez analyser l'intégralité de l'offre et non pas que les aspects positifs. Les aspects négatifs ne doivent non plus pas être négligés. Donc, je reviens sur mon cas. Nous avons maintenant justifié le choix du fournisseur VarioTrade à travers les 3 étapes exigées. Maintenant, nous devons justifier la pertinence des nouvelles conditions de paiement. Si je lis au-dessus, le 5 décembre 2023, Laurent Salam, le responsable du service international de la banque CIC, a transmis à Beeper le projet d'ouverture d'un crédit documentaire. Donc là, la pertinence des nouvelles conditions de paiement. Donc, la question sous-jacente, c'est quel est l'intérêt pour un importateur de payer par crédit documentaire? L'intérêt pour un importateur de payer par crédit documentaire, je vous le rappelle, c'est de pouvoir être sûr de recevoir une marchandise qui soit conforme. Pourquoi? Parce qu'en crédit documentaire, l'importateur s'appelle le donneur d'ordre. En effet, c'est lui qui rédige un cahier des charges qu'on appelle un accréditif, dans lequel il liste tout ce qu'il veut, toutes les clauses qu'il exige que son fournisseur respecte, si il veut, pour payer ce dernier. Et là, il liste tout ce qu'il veut pour être sûr de recevoir une marchandise conforme. Nous sommes par exemple aujourd'hui le 8 juin. Je veux que la marchandise prenne le bateau avant le 8 juin. Je veux un certificat de contrôle de conformité des marchandises.
Je veux un bill of lading avec la mention clean on board. Je veux que sur la facture apparaisse telle description de marchandise, etc., etc. Donc, je n'épilogue pas plus loin, mais toujours est-il que ce sont ces éléments-là qu'il fallait impérativement évoquer. Donc, l'intérêt du crédit documentaire du point de vue de l'importateur. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans la réponse, nous reprenons l'annexe avec l'offre de Vario Trade. Et là, nous voyons qu'au niveau des conditions de paiement, il n'y avait pas que ça. Euh, le transfert de banque à banque se fait par un virement SWIFT. Bon, ça, on s'en fiche un peu, puisqu'il y a un crédit documentaire. En plus de ça, il y a un délai de paiement à 60 jours. Donc, nous, importateurs, nous avons un délai de paiement de 60 jours pour payer notre fournisseur, ce qui est bien pour notre trésorerie. Voilà, etc., etc. Donc voilà pour la mission, enfin, pour l'avant-dernière partie de la mission 2. Et là, on nous demande de veiller à la bonne mise en place de ces conditions-là. Donc là, ça c'est un cours. Hop là, pardon, je vais à l'annexe en question. Voilà. Donc là, il s'agissait de vérifier que euh, notre banque avait rédigé un bon accréditif, donc un bon cahier des charges. Et comment faire pour le vérifier? Donc là, nous avions la proforma, le devis envoyé par notre fournisseur chinois, qui stipule tous les éléments du contrat sur lesquels on s'est mis d'accord. Par exemple, que le paiement est en dollars. Et je vais vérifier que ma banque, dans l'accréditif qui est annexe 13, a bien respecté l'ensemble de ces éléments. D'ailleurs, l'annexe est à ce propos très explicite. Vous trouverez ci-joint le projet d'avis d'ouverture du crédit documentaire pour validation de votre part. Donc, il s'agit bien d'un projet. La banque a réalisé une première ébauche de l'accréditif, nous demande vérification. S'il nous demande vérification dans l'étude de cas, ça veut dire ce que ça veut dire, il y a forcément des erreurs. Je vais en analyser deux parce que là, le corrigé vous les montre toutes. Donc, première chose, c'est la devise. Nous avons vu sur le devis fait par notre fournisseur chinois, que le paiement devait se faire en dollars. Et ici, si je vais chercher à la ligne 32B, le paiement est libellé en euros. Donc, il va falloir changer cet aspect-là, parce que sinon, votre fournisseur n'acceptera pas nos euros, en tout cas tel que le contrat est pour l'instant stipulé. Ensuite, je vais en analyser un deuxième. La vente se fait en CIP. Donc, cela signifie que Vario Trade, euh, l'exportateur chinois, paye le transport duquel il n'est pas responsable jusqu'au port de destination avec une assurance. Donc, puisque c'est lui qui paye le transport, le fret devrait être prépaid. Prépaid signifie en commerce international que c'est l'exportateur qui paye le fret au départ. Or, à la ligne 46A, troisième tiers, nous voyons que le fret est collecte. Ça veut dire que selon cet accréditif, ce sera à nous, importateurs, de payer le fret. Comme si on l'avait acheté en FOB, en fait. Mais non, ça ne va pas du tout. Donc, il faut demander à faire changer ça. Ensuite, si nous sommes l'importateur et que nous achetons la marchandise en CIP, nous devons bénéficier d'un contrat d'assurance. Ainsi, en cas de litige, nous qui sommes responsables du transport depuis la mise à FOB, nous pourrons avoir toutes les clauses, toutes les informations nécessaires pour faire valoir notre droit devant les assurances. Or, dans la liste des documents ici exigés, le certificat d'assurance n'est pas mentionné.
Donc, en cas de litige, nous aurons un retard, un problème pour lancer la procédure d'indemnisation. Voilà. Quand vous avez un accréditif à analyser, une réflexion autour du crédit documentaire, vous devez toujours formuler votre réponse sous la forme d'un tableau tel que vous la voyez là. Le document référence, ici, c'est la proforma, puisque nous analysons ce que notre banque a fait, donc nous passons de ce point de vue. Les erreurs dans l'accréditif et l'analyse, ce que cela implique pour nous. Alors pour conclure là-dessus, ce que cela implique pour nous est bien clair, c'est qu'il faut vite demander à la banque de changer ce projet d'ouverture de crédit documentaire, sans quoi l'exportateur chinois l'amendera de manière certaine, ce qui rallongera la procédure, la rendra plus complexe et nous fera assumer des frais bancaires inutilement. Voilà pour la mission 2.